Bonjour et bienvenue dans la playlist que j'ai créée pour les interviews. La playlist s'appelle Rêve à concret parce qu'elle est dédiée à des personnes qui veulent parler de leurs rêves, de leurs projets perso, de leurs créations ou même de leurs découvertes. Notre invité d'aujourd'hui pour cette première interview est Mohamed Benwood, le fondateur de l'agence Saisir l'instant et le créateur d'un podcast sur le storytelling dont il va nous parler dans quelques instants. Je vais te demander, Mohamed, de te présenter en quelques mots, de nous parler de ton parcours. Merci Roxana, merci de m'inviter dans cet épisode. Donc moi c'est Mohamed Benwood, je suis fondateur de l'agence digitale Saisir l'Instant. J'accompagne les PME et les indépendants sur LinkedIn dans leur communication et leur acquisition. Et je suis aussi spécialisé en storytelling. C'est devenu mon nouveau dada, vraiment le truc qui me plaît depuis que je fais des ateliers de storytelling, c'est de pouvoir d'entendre toutes les histoires que les gens ont à raconter, leur parcours, euh, que je trouve très inspirant à chaque fois. Et les gens ont souvent plus de choses à raconter que ce qu'on pourrait croire. Dis-nous, Mohamed, comment tu as trouvé cette passion pour le storytelling? Alors, à la base, c'est né du copywriting, hein. Donc, le copywriting, c'est l'art d'écrire pour vendre. Voilà. Donc, l'art de la rédaction persuasive. Et comment dire, pour bien être impactant dans son copywriting, il faut forcément intégrer des notions de storytelling. Et en fait, ces notions de storytelling, c'est les trucs que je trouve vraiment, moi, les plus passionnants dans le côté copywriting. Ces trucs, c'est les moments en fait les plus forts que je passe avec mes apprenants parce que c'est un moment où chacun va se révéler et c'est le moment où on crée de l'émotion, vraiment. Je vais te raconter une anecdote que je raconte en fait à chaque fois qu'on me demande qu'est-ce que le copywriting et qui me permet, si tu veux, de bien illustrer mon propos. En fait, c'est une petite histoire que je raconte. C'est l'histoire de l'aveugle du pont de Brooklyn. C'est un sans-abri qui fait la Manche à Brooklyn par une belle journée de printemps. Vraiment, il fait beau, le ciel est bleu, les oiseaux chantent, il y a des passants dans la rue. Et lui, bah, il est assis, tu vois, triste, sur son carton, froid et humide, à même le sol. Et les gens passent, mais ils donnent pas beaucoup. Il a une pancarte sur laquelle il est écrit «Je suis aveugle, aidez-moi». Mais les gens n'ont pas l'air de trop le calculer, quoi. Et là, il y a une dame qui sort de son agence de pub et qui se trouve être copywriteuse. Et elle arrive, elle prend la pancarte et elle change le message qu'il va y avoir sur la pancarte. Et, et donc, elle laisse la pancarte et elle part. Et là, les gens, ils passent toute la journée et ils donnent, ils donnent, ils donnent. Il y a une petite coupelle en métal dans laquelle il entend les pièces qui tombent, cling, cling, cling. Aux États-Unis, ils donnent aussi des billets. Donc, il y a les billets qui commencent à s'accumuler dans la coupelle. Et, et lui, il peut pas voir ce qui est écrit euh, sur la pancarte. Donc à la fin de la journée, la dame, elle repasse et là, il lui demande, il lui dit, mais qu'est-ce que vous avez écrit sur la pancarte? Et elle lui dit, j'ai écrit la même chose, mais avec des mots différents. Et en fait, sur la pancarte, elle avait écrit, c'est une journée magnifique, mais je ne peux pas la voir. Et tu vois, en fait, c'est vraiment ça pour moi le storytelling, c'est comment est-ce que tu vas raconter ton histoire ou une histoire qui fait que ça va susciter des émotions et que tu n'auras plus besoin de, tu sais, de pitcher en disant, voilà, je suis copywriter, j'écris des pages de vente, j'utilise des techniques persuasives. Tu vois, c'est pas la même chose. Et en fait, le storytelling, une fois que c'est mis dans la main des gens et qu'ils peuvent s'en servir, je trouve qu'ils se révèlent vraiment et je trouve ça incroyable. Toi, tu encourages les entrepreneurs et aussi les professionnels à partager leurs histoires et même des anecdotes de leur vie quotidienne. Quel est l'intérêt de partager une histoire personnelle? Le phénomène qui est assez intéressant avec le storytelling, c'est qu'en fait, il y a plein de gens, si tu veux, qui partagent pas leur histoire parce qu'ils pensent qu'elles sont pas intéressantes ou bien que des fois, ils ont des techniques de narration qui font que les personnes décrochent. Et en fait, moi, ce que je propose, c'est vraiment des structures qui permettent, si tu veux, de faire un retour en arrière sur ta vie et de voir ce que tu as accompli, si tu veux, avec un regard un petit peu extérieur. Ça permet de prendre de la hauteur. Donc déjà, même avant que la personne ne raconte l'histoire, ça lui permet de se questionner sur ce qu'elle a fait. Et par exemple, une petite anecdote, tu vois, j'avais fait un atelier
avec une fille qui était graphiste et elle était toute timide quand elle arrive à l'atelier. Elle avait un petit peu de mal à trouver des clients. On fait l'atelier, elle écrit son histoire. Et là, au moment de me le partager et de partager au groupe, parce que c'était un atelier qui était en groupe, elle commence à nous raconter que pendant le Covid, elle a fait des petites illustrations pour sa boîte, des trucs un petit peu rigolos, et que ça avait été retweeté par le ministère de l'Intérieur. Tu vois? Tu te retrouves avec une personne qui est hyper timide au début, qui paye pas trop de mine, et tu te rends compte qu'en fait, les créations qu'elle fait, elles ont tellement d'impact que c'est partagé au niveau national. Et, et je trouve ça fou, tu vois, que les gens osent pas raconter ces histoires alors qu'ils ont des choses bah, tellement incroyables à apporter si tu leur donnes les clés de comment les libérer, quoi. Et que ça soit sur le niveau pro, mais aussi sur le niveau perso. Tu conseilles d'utiliser une histoire perso pour parler de ton projet professionnel? Je pense que c'est intimement lié, vraiment. Et je pense que les personnes qui sont les meilleures dans ce qu'elles font, en fait, elles ont une histoire personnelle qui fait qu'elles en sont arrivées là et que, elles peuvent être aussi bonnes. Parce qu'il leur est arrivé quelque chose dans leur parcours, heu, qui fait que, elles ont une appétence forte pour ce qu'elles font et elles ont, comment dire? Tu vois, souvent, elles ont vécu des épreuves qui font qu'elles sont les personnes les plus à même de proposer ce produit ou ce service. Si ce que tu fais comme travail n'a rien à voir avec ce que tu aimes dans la vie, je pense qu'il faut se poser des questions. Si je devais décrire un petit peu la grande thématique de ma vie, c'est, je dirais, un combat contre l'impuissance. C'est-à-dire que toute ma vie, je me suis senti impuissant. J'ai commencé à faire des études en éco-gestion, ok, donc en économie. J'ai planté mes années de fac, je me suis retrouvé à travailler au McDo. Et au McDo, bah, ça se passait bien, tu vois. Je suis passé manager assez vite, formateur, parce que j'ai l'habitude de transmettre, tout ça. Et le truc, c'est que j'allais au boulot, mais vraiment avec des maux de tête tous les jours en me disant, mais ma vie, ça peut pas être ça, tu vois. Je vais pas continuer à faire ça toute ma vie. Et j'avais des collègues, tu vois, on avait le même âge, on venait de commencer, on était jeunes, ils étaient là, ils me disaient: «Mais Momo, on va monter manager, puis on va passer directeur, puis on va avoir notre restaurant et tout». Et moi, c'est tout sauf ce qui me faisait rêver. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte après que, heu dans mon esprit, il y avait pas d'autres possibilités, tu vois? C'est-à-dire que j'avais des limites, qui étaient invisibles et dont j'étais même pas conscient. Et là où j'ai eu de la chance, c'est que ma sœur, elle a commencé à faire une mana. Donc une mana, c'est une mise à niveau en art appliqué que tu fais après le bac pour pouvoir intégrer, par exemple, des écoles d'art. Et elle me dit, bah, moi, toute la journée, je dessine, on fait des cours de nu, on fait des trucs et tout. Et dans ma tête, je dis, attends, mais on peut faire ça, genre dessiner toute la journée, faire des trucs cool et tout. Et c'était la première fois que j'avais ce contact avec un autre monde des possibles qui s'ouvrait et où j'ai commencé à attaquer, tu vois, petit à petit ces barrières de, en fait, déjà, c'est possible de vivre de l'art, OK? C'est pas juste un truc perché où, tu vois, on a cette image un petit peu poétique des artistes, qui galèrent, qui ont rien à manger, mais qui se battent pour leur art, qui sont en souffrance. Et en fait, non, il y a d'autres voies, il y a d'autres façons d'envisager le truc. Et et si tu veux, plus j'ai avancé dans mon parcours et plus j'ai commencé à déconstruire ce genre de barrières-là, jusqu'à ce que j'arrive, donc au copywriting, où j'ai voulu lancer mon activité et que j'ai découvert moi-même le copywriting et que j'ai commencé à l'utiliser pour moi, tu vois? Et à partir de là, bah, je me suis dit: «Mais en fait, il y a tout un monde des possibles qui s'ouvre à moi. Je vois que ça fonctionne pour moi et que ça me permet enfin de libérer, bah, ce potentiel qui était là depuis le début, tu vois, mais que j'étais incapable de voir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'ai envie d'utiliser le storytelling pour aider les gens, bah, justement, à porter ce regard différent sur eux et à se dire bah, que tout est possible. Et quand il s'agit d'une personne qui partage ses histoires, c'est pas des fois, comment dire, des fois on a une histoire à partager qui a beaucoup d'enseignements, mais en quelque sorte, on se demande qu'est-ce qu'on va en penser si je la raconte. Est-ce que je ne serais pas un petit peu dans une position vulnérable? Alors, oui, justement, en fait, il y a un gros paradoxe, c'est que c'est la vulnérabilité qui va te permettre de toucher les gens. Et ça, si tu veux, ça va être un des défis du storytelling, c'est d'accepter que c'est important de montrer ses faiblesses, tu vois, et de montrer les moments qui ont été les plus durs pour nous,
pour pouvoir créer cette émotion. L'exemple que je prends souvent, c'est imagine le film Avengers sans Thanos. Tu vois, il y aurait pas de méchant en fait, il se passerait rien du tout. Et ton histoire, elle serait pas intéressante, ce serait juste des mecs super forts qui avancent et qui vivent. Ce qui est intéressant en fait, ça va être les difficultés, ça va être les trucs durs qu'on aura vécu, ça va être tous ces trucs-là qui donnent du relief à la personne et qui donnent du relief à l'histoire. Et souvent, ce qu'on considère comme le plus intime, c'est ce qui va toucher les gens parce que il y a plein de gens qui ont ressenti la même chose. Même si ton histoire, elle est euh, très unique et très particulière, tu vas te rendre compte qu'il y a des gens qui connectent avec toi. Et en étant authentique et donc en étant vulnérable, c'est là où tu vas attirer les mêmes personnes que toi. Tu as les personnes qui ont les mêmes sensibilités. Et ça, que ça soit en termes perso ou pro, c'est super puissant parce que tu vas te retrouver à travailler avec des gens qui sont alignés avec toi, qui ont les mêmes valeurs et qui te comprennent. Et tu crées un lien avec l'activité de la personne. Il y a un concept qui s'appelle le fusil de Tchekhov. En fait, le fusil de Tchekhov, c'est une théorie en termes de scénario, tu vois, issue du théâtre, qui dit que si, par exemple, dans l'acte 1 d'une scène, d'une pièce de théâtre, il y a un fusil qui est accroché au mur, il faut qu'il serve dans l'acte 2 ou dans l'acte 3. Ok. Ça t'oblige à, quand tu crées ton histoire en termes de storytelling, à te poser toujours la question de est-ce que euh, ce que je raconte, ça sert mon propos ou pas? Si ça sert pas ton propos, c'est plus du storytelling, c'est juste une histoire, tu vois. Mais elle va pas venir nourrir l'ensemble de ce que tu fais. Si par exemple, moi je te dis que je suis storyteller et tout, et que je te raconte une après-midi que j'ai passée à la plage ou à faire du vélo, Mm. c'est pas pertinent. Même si c'était une super après-midi, que j'ai rencontré quelqu'un, qu'on a discuté, tu vois, si ça ne sert pas le propos, ça ne sert à rien de le mettre. Donc, c'est pour ça que pour un professionnel, l'important, c'est de toujours se poser la question, quel message on veut transmettre, quel va être le message global, et après, d'aller chercher dans son histoire personnelle, qu'est-ce qui résonne avec son message. Et en parlant d'enthousiasme, puisque l'idée de faire des interviews m'est venue en écrivant un article de blog sur ce sujet, comment le storytelling peut alimenter l'enthousiasme des professionnels? Le storytelling, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va construire une histoire et qu'elle sera bien construite, c'est un petit peu comme les stand-uppers, toi, qui montent sur scène chaque soir, qui testent des blagues, il y en a, ils les gardent, il y en a, ils les gardent pas. Et ben en fait, quand tu conçois une histoire qui est vraiment bien travaillée, et ben en fait, au bout d'un moment, tu connais les temps forts et tu connais les temps faibles de cette histoire et tu sais quand est-ce que tu vas avoir de la réaction. Et c'est, comment dire, en fait, il y a un moment qui est vraiment passionnant, c'est quand tu sais quand laisser les blancs après, tu vois, quand je raconte l'histoire au début sur l'aveugle du pont de Brooklyn, je sais très bien que quand je termine, il faut que je laisse un petit blanc pour laisser le temps à l'émotion de monter et que je vais avoir cette réaction-là. Et ça, en vrai, c'est génial. Tu vois, si on parle juste d'enthousiasme et d'émotion, je sais qu'il y a des moments forts, tu vois, dans les interventions que je donne, par exemple, bah, comme à la Rocket School, je sais qu'il y a des moments forts que j'ai qui sont bien organisés et je sais quelle réaction je vais avoir avec ces trucs-là. Et le storytelling, bah, en fait, ça te permet d'accéder à ça. Ça te permet d'avoir des histoires que tu auras bien travaillées, que tu auras testées sur plusieurs personnes et qui sont efficaces, tu vois, tout le temps. Et ça, je trouve que c'est assez fort, en fait, d'avoir la recette pour créer l'émotion. Et d'ailleurs, est-ce que tu as un personnage de film ou de livre qui t'a marqué? Je sais pas si tu vois la série Breaking Bad, il y a un personnage dans cette série qui s'appelle Saul Goodman, ok? Et ils ont fait un spin-off qui s'appelle Better Call Saul, ok? D'ailleurs le nom de Saul Goodman, c'est une petite blague. C'est parce que en gros, c'est It's all Goodman, tu vois? Tu, tu vois bien, mec, c'est Saul Goodman, It's all Goodman. Et en fait, ce personnage-là, c'est ce qu'on appelle, tu vois, en termes de typologie de personnage, c'est un trickster, c'est-à-dire c'est un mec qui est astucieux, qui va toujours trouver des petites techniques et tout. Et lui, il est avocat. Et dans cette série, c'est, c'est, c'est de l'or en termes de persuasion, en termes d'astuces, en termes de trucs qu'il va trouver les moyens de détourner pour arriver à ses objectifs, pour convaincre. Lui, je trouve que c'est un personnage qui est vraiment inspirant. Après, le truc, tu vois, c'est que c'est pas la vraie vie. Donc forcément, si tu fais la même chose, tu n'auras peut-être pas les mêmes réactions. Mais par contre, je trouve qu'il est très fort. Et c'est un personnage qui est très bien écrit.
Et en parlant de ton podcast sur le storytelling, comment cette idée est née? En fait, ça fait un petit moment, tu vois, que le format podcast m'intéresse, que j'ai envie de le lancer, que je réfléchissais à différentes façons et à différents formats pour le faire. Et en fait, en faisant un atelier sur le storytelling avec le Club NEC, en fait, c'est le club d'affaires, tu vois, dans lequel je suis à Nantes, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, là, toutes les histoires qui passent, ça serait trop bien qu'on puisse les entendre dans un podcast parce que c'est des histoires qui m'ont touché. Ouais, c'est-à-dire que moi, j'ai l'habitude de faire cet atelier-là. Heu, je sais grosso modo ce que ça donne, mais à chaque fois, je me fais avoir, si tu veux. Même si je connais tous les mécanismes qui créent des émotions, mais en fait, quand les gens ils te racontent leur histoire de façon sincère et intime, tu peux pas ne pas ressentir d'empathie. Et je me suis dit: «Mais non, mais ça, c'est trop bien», tu vois? Si je peux recréer cette émotion-là dans mon podcast avec, donc ce format que je maîtrise, j'ai envie de le partager avec tout le monde. Et puis il y a le côté où ce podcast, pour moi, c'est du win-win-win. C'est-à-dire que c'est bien pour moi parce que ça va me permet de rencontrer aussi et d'inviter des gens que je suis depuis un petit moment, avec qui j'ai envie de connecter. C'est bien pour la personne qui passe dans le podcast parce que ça lui permet de raconter son histoire, de la structurer et de la diffuser. Et c'est aussi bien pour les auditeurs, en fait, qui vont entendre des histoires différentes et qui, j'espère, à un moment donné, vont se dire, bah, en fait, moi aussi, j'ai une histoire à raconter. Let's go, quoi. Comment se passe un épisode? Tu laisses ton invité parler, tu lui poses des questions à la fin? Alors, en fait, comment ça se passe déjà en amont, je vais prendre du temps avec la personne, le temps qu'il faut pour faire cet atelier de storytelling, pour qu'elle puisse structurer son histoire en utilisant un truc qui s'appelle le voyage du héros. En gros, le voyage du héros, c'est une structure qui te permet de raconter ton histoire en suivant 12 étapes très Ah, très oui. précises que tu vas retrouver dans tous les grands films, tu vois, dans tous les blockbusters, dans les films qui fonctionnent très très bien. Et en fait, c'est une technique de narration qui est éprouvée et on sait que ça fonctionne quoi, pour créer des émotions. Et donc, en fait, je demande à la personne avant d'écrire son histoire en suivant cette narration-là. L'idée, c'est pas de l'emprisonner dans un truc. Si jamais il y a une ou deux étapes qui correspondent pas ou qui est pas dans le bon ordre, c'est pas grave. Que la personne garde sa liberté. Mais en tout cas, ça lui donne une structure et ça lui permet d'avoir, comme je t'ai dit, cette clarté et cette vision sur le truc. En gros, la structure du voyage du héros, ça commence avec le monde ordinaire. Donc le héros est présenté dans son environnement quotidien, ou l'héroïne évidemment. Ensuite, il y a l'appel à l'aventure. Le héros reçoit un appel à quitter son monde ordinaire. Donc tu vois, le monde ordinaire, pour moi, par exemple, c'était quand j'étais au McDo et que j'étais manager et que je pensais que ma vie, ça serait comme ça. Donc le héros reçoit un appel à quitter son monde ordinaire. Et ensuite, il y a le refus de l'appel, tu vois. C'est-à-dire que déjà les premières fois, tu vois, j'allais au boulot, j'avais mal au crâne, mais je me disais pas: «Bah, faut que je démissionne» parce que je voyais pas d'autres alternatives. Donc ensuite, tu vas avoir la rencontre avec le mentor et le mentor, autant ça peut être une vraie personne physique, autant ça peut être un événement. Tu vois, le covid, par exemple, ça a été un mentor et ça a été un déclencheur fort pour énormément de personnes, compris des initiatives à ce moment-là. Bah, moi, le mentor, c'est ma sœur qui se lance dans une école d'art et qui crée chez moi le déclic, tu vois? De partir dans une autre aventure où petit à petit, en fait, j'ai quitté le salariat, je suis passé en freelancing, puis ensuite en entrepreneuriat. Donc ensuite, tu as l'étape du seuil de l'aventure. Donc le héros quitte le monde ordinaire et entre dans le monde extraordinaire. Et là, va y avoir les épreuves, les alliés, les ennemis, tout ce qui fait qu'une histoire, en fait, a de la saveur. Ensuite, on va avoir l'approche de la caverne. Donc le héros se prépare à une épreuve majeure. Tu vois, un truc qui va vraiment être déterminant dans la vie. Jusque-là, tu as eu des petites aventures et là, tu vas voir la première grosse épreuve. Et donc ensuite, on a l'ordalie. Donc l'ordalie, c'est l'épreuve centrale où le héros fait preuve à un grand danger, tu vois. En général, c'est les grandes batailles qu'il y a au milieu d'un film, tu vois. Les grandes batailles épiques, les trucs comme ça. Et ensuite, là, on va voir la récompense. Après cette bataille-là, le personnage principal va repartir avec un truc. OK? Ça peut être une expérience émotionnelle qui fait qu'elle a eu un apprentissage, ça peut être, tu vois, dans une histoire, un truc très, très concret où quelqu'un a récupéré une arme magique ou une baguette, tu vois, dans Harry Potter qui va lui permettre d'avancer dans son histoire. Et donc là, va y avoir l'étape du chemin du retour. Donc là, la personne retourne un petit peu vers son mode ordinaire, un petit peu tranquille. Sauf que là, il va y avoir la résurrection.
et la résurrection, c'est le héros subit une dernière épreuve majeure, tu vois? Et là, ça va être le moment le plus fort. C'est-à-dire que pour que ça fonctionne bien, tu vois, en termes de narration, il faut que la personne, à ce moment-là, elle se dise: «C'est foutu, on va jamais y arriver, on est mort dans l'histoire», heu et après, si c'est une histoire, comment dire? Avec un happy ending et souvent, ça va être les histoires, entrepreneuriales, tu vois? Où la personne a réussi à créer son business ou les trucs comme ça et bah, là, en fait, la résolution, elle est positive, OK? Si c'est une tragédie ou un drame, par exemple, la personne n'a pas réussi à faire sa transformation ou a pris les mauvaises décisions, bah, là, la transformation finale, elle est négative. Il y a un enseignement derrière. Alors, des fois, il y a un enseignement, mais des fois, tu sais, dans un film où c'est vraiment un drame, le seul enseignement, c'est pour le public, mais le personnage, lui, il l'a pas reçu. Tu vois ce que je veux dire? Dans un drame, c'est que le personnage a pas réussi sa «transformation» entre guillemets, qu'il aurait pu saisir une opportunité, il l'a pas fait ou, tu vois, par exemple, le personnage de comment dire? Dans Shutter Island, le personnage de Leonardo DiCaprio, quand il finit par se rendre compte qu'il est fou, tu vois, à la fin et qu'en fait, bah, il est pas inspecteur, il y a un moment donné où on se dit: «Il a eu le déclic» et il retourne quand même dans son rôle. Tu vois? C'est-à-dire qu'il a pas réussi à se libérer de ça parce que toutes les expériences qu'il a vécues sont beaucoup trop traumatisantes pour qu'il puisse les accepter. La dernière étape, du coup, c'est le retour avec l'élixir. Donc le héros retourne chez lui avec un trésor ou une nouvelle sagesse pour le bénéfice de tous et c'est ce que tu viens de dire, tu vois? Quand le héros échoue, donc le bénéfice, ça va être pour le spectateur et sinon, bah, par exemple, dans mon cas à moi, si je reprenais mon histoire, bah, le trésor que j'ai, c'est la capacité aujourd'hui d'enseigner le storytelling aux gens et de leur permettre, bah, de révéler leur potentiel, là où moi, je me suis senti bloqué pendant des années, si tu veux. Pour partager une histoire sur ton podcast, tu recommandes de suivre ton atelier de storytelling ou on peut être également un storyteller rebelle, c'est-à-dire un mauvais élève. Moi, j'encourage aussi les gens à être des mauvais élèves parce que, tu vois, cette structure-là, elle est hyper intéressante, mais il faut pas oublier que chacun a son histoire un petit peu personnelle et comme je t'ai dit, on peut sortir de cette histoire-là si jamais tu trouves que c'est pas la narration qui te correspond. C'est pas obligatoire. C'est juste que tu vois, je donne les clés et après les gens, ils en font ce qu'ils veulent. Mais si tu veux qu'une histoire, elle soit belle, tu peux guider les gens, mais tu peux jamais les forcer. Tu vois? Ça, c'est sûr et certain et il y a pour moi un profil de personnalité qui justement va aller à l'encontre de ce que tu racontes et souvent ça, c'est des gens qui ont des profils très, très créatifs, tu vois? Très, très créateurs, rebelles et qui leur permet, bah, souvent de créer des choses que les autres vont pas pouvoir créer, si tu veux et tu as ceux qui, vont au contraire exceller dans l'exercice et qui vont le faire tellement bien que au même niveau, tu vois, ils arrivent à une telle maîtrise que pour moi, c'est le même niveau, j'ai envie de dire, quasiment d'œuvre d'art, mais avec 2 approches qui sont totalement différentes et il faut respecter son approche à soi, quoi. Et pour parler sur ton podcast, je sais qu'il y a très peu de temps que tu l'as lancé, tu as juste fait un post LinkedIn. Mais est-ce qu'on peut te contacter sur LinkedIn? Est-ce qu'il y a un lien d'inscription? Absolument, si, comment dire? Si, les gens veulent, bah, postuler pour le podcast, bah, ils peuvent m'envoyer un petit message sur LinkedIn et je pourrais leur expliquer, bah, le déroulé de, comment est-ce que ça se passe, comment est-ce qu'on s'organise. Je vais ajouter ton profil LinkedIn dans la description de cette vidéo et merci Mohamed d'avoir accepté cette interview. Bah, merci à toi de m'avoir invité.